Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, le monde de Candy numéro 2, stopper le tout est bien. Dans un précédent épisode, j'avais déjà un peu éborgné ce que j'appelle le monde de Candy du management ou le management bisounours. Je sais plus comment l'épisode s'appelait, je crois que c'est il n'y a pas de management sans violence, quelque chose comme ça. Et j'y expliquais qu'après avoir pas mal retourné le sujet, je m'étais rendu compte qu'il y aurait toujours une part incompressible de violence. Alors quand on parle de violence, on s'entend, il s'agit de l'autorité hiérarchique. En tout cas, d'autorité hiérarchique contraignante dans une entreprise, comme il y en a dans toutes les structures humaines, et comme il y en a souvent, en fait, dans la plupart des relations entre humains. Il y a toujours à un moment l'obligation d'avoir cette autorité. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux rechercher l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de la politique du tout est bien. Alors, c'est quoi le tout est bien ? C'est un truc qui m'énerve particulièrement. En fait, je fais référence à ces managers ultra positifs, ultra participatifs, et je dis pas que c'est pas bien d'être positif ou participatif. Mais en fait, ces managers qui récompensent chaque nouvelle idée, même la plus débile, par un grand « Ah, mais quelle bonne idée tu as eue là !» Et tout ça parce qu'on leur a dit qu'il fallait être positif dans le management, parce que c'était motivant. On va voir qu'en réalité, cette politique débile du tout est bien ne mène nulle part. Il faut aussi se dire qu'elle est souvent pratiquée par des managers qui manquent un peu de courage et qui vont préférer éviter les confrontations ou les moments un peu compliqués, les moments un petit peu inconfortables, où ils vont devoir dire à leurs collaborateurs que non, ton idée, elle est pas bonne, on va pas la retenir, et je t'aime bien quand même, mais ton idée, elle est pas bonne. En fait, c'est comme si on vivait dans une entreprise, quand on est dans la politique de tout est bien, qui est détaché de tout cap, de toute direction, de tout référentiel. C'est vrai que quand on est dans une entreprise, si on avait une entreprise qui était comme ça, eh bien oui, tout est bien dans cette entreprise. Mais la réalité, c'est qu'une entreprise qui n'aurait pas de cap, pas de direction, pas de référentiel, finalement, elle durerait pas très longtemps. Et en fait, le fait qu'elle ait un cap, le fait qu'elle ait une stratégie, le fait qu'elle y ait eu des prises de décision, eh bien tout ça, ça fait qu'on doit faire des choix. Et c'est de ça qu'on va parler aussi. C'est que tout est bien, ça empêche de faire des choix, ça empêche de conforter nos choix. Alors c'est juste l'introduction. Ça paraît peut-être évident pour certains, dit comme ça, et peut-être c'est pas ceux qui ont envie d'écouter cet épisode, mais on va se rendre compte que c'est beaucoup plus pratiqué qu'on le croit, certainement à cause de la mode de la bienveillance positive, et on va voir qu'en réalité, ça peut causer des ravages dans les entreprises, cette politique du tout est bien. Alors la première chose qu'on me dit quand je m'énerve, que je m'agace un peu sur cette politique de toute idée est bonne, c'est que on me dit que cette pratique est bonne parce qu'elle est motivante. Elle donne le sentiment à chacun qui peut contribuer avec ses idées. Et c'est vrai que quand on est dans une entreprise et qu'on écoute nos idées, eh bien on se sent utile, on se sent reconnu, on se sent pris en compte. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Sauf que je pense pas que ce qui nous rende heureux, motivés et pris en compte, ce soit qu'on nous dise que toutes nos idées sont bonnes. Je pense que ce qui nous rend reconnus, heureux et pris en compte, c'est quand nos idées sont mises en application et qu'elles réussissent. Là, on se sent reconnu. Parce qu'en fait, le but, c'est sûrement pas d'avoir un maximum d'idées dans une entreprise. Je le dis souvent, en entreprise, tout le monde se fout de ce que tu dis. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que tu fais. Donc, ce qui va être important, c'est pas tellement d'avoir le plus d'idées possible, ça va être de réaliser le plus de bonnes idées possibles, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et donc, justement, cette pratique, moi, je pense qu'elle est pas motivante, je pense qu'elle est démotivante, cette pratique qui consiste à dire que toute idée est bonne. En premier lieu, elle va démotiver tes collaborateurs qui ont émis ces idées, qui les ont mises en application et qui ont subi un échec. Ça, c'est certain que ça va pas les motiver. Mais c'est pas le pire.
Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ils ont eu un échec, donc finalement, à travers leur échec, ils ont appris des choses, blablabla, c'était utile, etc., etc. Mais le problème, c'est que ça va aussi démotiver un autre type de collaborateurs, souvent tes meilleurs collaborateurs, souvent ceux qui ont les meilleures idées, parce que ces collaborateurs-là, ils vont se rendre compte qu'en fait, toutes les idées sont retenues, et pas forcément les bonnes, mais qu'en fait, tu es un manager qui dit oui à tout. Et un manager qui dit oui à tout, finalement, au début, c'est agréable, parce qu'on se dit, ouais, c'est génial, on peut tout faire dans cette boîte, on a une liberté incroyable, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ces collaborateurs-là, ceux qui sont plus exigeants, ceux qui sont plus motivés, eh bien, ils vont plus te respecter, parce qu'ils vont se dire, oui, en fait, c'est un manager qui sait pas trancher, et en fait, je me demande, finalement, à quoi il sert. Ah, il sert à faire émerger les idées, patati patata. Non, 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 non. Un manager, ça sert pas à faire émerger les idées. Faire émerger les idées, c'est un moyen pour réaliser les 2 R du management, la rétention et les résultats. Et donc, on va voir assez vite qu'en réalité, dire oui à toutes les idées, ça va pas du tout dans le sens du résultat, et en plus, à terme, ça va pas non plus dans le sens de la rétention. Deuxième chose, le coût d'opportunité. Donc là, je viens de parler de la motivation, en disant que finalement, oui, ça pouvait être motivant au début, peut-être d'être très écouté, et d'ailleurs, j'ai rien contre ça. On va voir que j'ai plus de choses contre le fait qu'on ne sache pas dire à son collaborateur que l'idée est pas bonne ou qu'elle est pas au bon moment, etc. Le deuxième point, c'est le coût d'opportunité. Quand on dit oui à tout, finalement, on empêche les vraies bonnes idées d'avancer. En fait, la dure loi de l'entreprise, non seulement c'est on se fout de ce que tu penses ou de ce que tu dis, mais on regarde ce que tu fais. La deuxième dure loi de l'entreprise, c'est que le temps est limité. D'ailleurs, c'est pas une loi que dans l'entreprise, c'est une loi dans la vie. Le temps, on l'a en quantité limitée. Ça veut dire que quand tu fais une chose, eh bien, tu peux pas en faire une autre. Ça paraît bête quand on dit ça, mais ça veut dire, pour le cas qui nous intéresse, que les mauvaises idées que tu auras acceptées, en fait, vont tuer les bonnes idées que tu as acceptées aussi. En gros, ça veut dire que plus tu te disperses, plus ton équipe se disperse, eh bien, plus tu es lent et moins tu as de chances de réussir ta stratégie. On va parler maintenant des effets sur la stratégie, et on va voir que là, les effets sont encore plus graves que les effets sur la motivation. Cette pratique, elle empêche aussi d'appliquer la stratégie qui a été décidée. Alors, tu sais que moi, je suis en faveur d'une stratégie qu'on revoit tous les 90 jours pour un tas de raisons. Première raison, c'est que c'est difficile de mettre en application une stratégie en moins de 90 jours. Le risque, c'est que si on change de stratégie à une fréquence plus élevée, on risque un peu de faire la girouette, et on va en parler. Mais en même temps, il faut aussi être souple, et donc tous les 90 jours, ça fait 4 fois par an pour revoir la stratégie. Ça me semble une bonne fréquence pour pas persister dans une stratégie qui fonctionne pas. Et donc, pourquoi je dis que cette pratique de toutes les idées sont bonnes va à l'encontre de la stratégie? Eh bien, parce qu'à chaque fois que tu vas valider une nouvelle idée, à cause du coût d'opportunité dont je viens de parler, finalement, tu vas nier la stratégie qui a été un choix collectif, qu'on a pris en amont. Toute nouvelle idée, en fait, devient une ennemie de la stratégie en cours si on la met en application au détriment de la stratégie. Et donc, quand on prend cet angle stratégique, on se rend compte d'une implication encore plus profonde. C'est qu'on peut pas avoir 2 stratégies en même temps. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Le truc typique, c'est avoir un plan B. J'ai une stratégie principale que j'ai décidée avec mes collaborateurs, mais j'ai quand même un plan B dans lequel j'ai mis toutes les idées de mes collaborateurs qui n'avaient pas été retenues dans le plan A. Ça veut dire que je fais coexister dans la tête de mes collaborateurs 2 plans. Un plan A, un plan B. Dans ma tête et dans mon discours, il y a le plan A qui est le plan prioritaire qu'on doit réussir, puis il y a le plan B qui serait le plan qu'on pourrait activer en urgence si jamais le plan A ne fonctionnait pas. Dans la tête de tes collaborateurs, il y en a sûrement certains qui ont cette hiérarchie. Mais en général, ceux dont on a mis les idées dans le plan B, ils n'ont pas cette hiérarchie. Eux, leurs idées, c'était le plan B.
Donc qu'est-ce qu'ils vont faire en permanence? Ils vont essayer de t'emmener vers le plan B, celui que tu ne veux pas. Donc, je ne crois pas du tout au plan B. Quand on décide d'une stratégie, c'est une stratégie. C'est pas une stratégie et peut-être une autre, et peut-être une autre, et peut-être une autre. Sinon, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté pour réussir ta stratégie principale. Si jamais tu avais des regrets, si jamais ta stratégie ne fonctionnait pas, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 90 jours, tu vas la changer. Et à ce moment-là, tu vas pas prendre un plan B, parce que la situation aura évolué en 90 jours, et donc le plan B que tu aurais décidé si jamais ta stratégie marchait pas il y avait 90 jours, eh bien elle va pas mieux marcher à ce moment-là. En fait, tu vas redéterminer une nouvelle stratégie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton job de manager, après on expliquera comment faire concrètement, mais ça va être, oui, d'écouter les idées de tes collaborateurs, de sélectionner les meilleures idées, mais aussi de détruire toutes les alternatives. On va voir qu'on les détruit pas complètement, les alternatives, mais en réalité, tu vas devoir faire ce tri. Sinon, tu vas être en permanence tenté par un changement de cap, parce que tu vas avoir dans ton équipe des rois du blabla et du « ah bah non, la stratégie elle marche pas, donc il faut faire autrement », etc. Et ça va ne faire que créer du désordre et de la démotivation dans ton équipe. Et en réalité, ça va vous détourner de vos objectifs. Donc, en tant que manager, tu as des décisions à prendre, tu as des choix à faire et tu dois imposer tes choix. C'est d'ailleurs pour cette raison que toi, t'es manager et que tes collaborateurs ne sont pas managers. Ils sont contributeurs, ils vont donner leurs idées, toi tu vas trier, tu vas sélectionner, et ensuite on va exécuter les idées dont tu as déterminé qu'elles étaient les meilleures. Donc oui, il faut du courage pour ne pas appliquer la stratégie de toutes les idées sont bonnes. Maintenant, on va voir comment faire concrètement. Alors, comment faire concrètement pour susciter les idées de tes collaborateurs, ce qui va les motiver et ce qui va t'intéresser, parce que tu vas te rendre compte que tes collaborateurs qui sont sur le terrain, en général, ils sont plus au courant que toi sur ce qui se passe sur le terrain, à propos de ce qui se passe sur le terrain, et donc leurs idées sont vraiment bonnes à prendre. Donc comment tu peux faire pour générer effectivement cette participation de tes collaborateurs à travers des idées qu'ils vont te donner, tout en n'acceptant pas toutes les idées qui te sont données, tout en sélectionnant les meilleures idées. Bon. Moi, ce que je conseille, c'est de phaser les choses, en fait, finalement. C'est de dire, on va avoir une phase de réflexion où tout le monde va donner ses idées. Et là, oui, toutes les idées sont bonnes, non pas à exécuter, mais à référencer. Et donc, toutes les idées vont être notées, toutes les idées vont être discutées, toutes les idées vont pouvoir être émises. Et puis ensuite, une fois que toutes les idées auront été exprimées, tu vas avoir une deuxième phase, qui est la phase de décision, qui est en général pas au même moment, qui est en général faite, je dirais, soit en petit comité, soit toi tout seul, où à partir de toutes ces idées qui ont été exprimées, eh bien tu vas créer une stratégie cohérente. Ensuite, il va y avoir une troisième phase, qui est la phase de présentation, où à la fois tu vas présenter la stratégie que tu as déterminée à partir des idées qui te semblaient les plus exécutables, les plus en phase avec ce qui est possible, avec les résultats que tu attends de l'entreprise. Donc tu vas à la fois présenter cette stratégie et à la fois tu vas expliquer très clairement que tu ne retiens pas les autres idées, éventuellement en disant pourquoi, mais en tout cas tu les retiens pas. Et puis là tu vas rentrer dans la quatrième phase qui est la phase d'exécution où on va appliquer la stratégie. Et donc les tentations que tu pourrais avoir au cours de chacune des phases, elles sont multiples. On a déjà parlé de la tentation qui serait d'essayer d'incorporer les idées que tu ne retiens pas dans un plan B. Ne le fais pas, parce que sinon tu laisses penser à tes collaborateurs que peut-être on pourra activer ce plan B où il y a leurs idées. Donc ne le fais pas. L'une idée encore pire, dont j'ai même pas parlé, ce serait de dire, en fait, je prends les idées, je prends les meilleures idées, ensuite je crée ma stratégie,
Et puis après, je regarde les idées qui restent et je me dis comment je pourrais les intégrer dans ma stratégie pour que les gens soient pas déçus. Là, c'est même pire que d'envisager un plan B, c'est que tu vas affaiblir ta stratégie. Parce que tu vas essayer de faire des compromissions, pas des compromis, des compromissions. C'est-à-dire que tu vas essayer de tout fourrer dans un truc. Et en fait, une stratégie, c'est un choix, c'est un angle qu'on choisit. Donc, on peut pas tout fourrer dedans. Puis la troisième tentation, j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien, ça va être de laisser émerger les idées qui n'ont pas été retenues la première fois pendant l'exécution de la stratégie. Et c'est une erreur aussi. Ça veut dire que pendant les 90 jours à venir, tu vas appliquer cette stratégie et pas une autre. Alors dans le quotidien, qu'est-ce qui va se passer pendant tes 1-1, pendant l'exécution de la stratégie, etc. Eh bien, tu vas continuer à écouter et à encourager les idées, c'est-à-dire l'expression des idées. Tout le monde a le droit d'exprimer ses idées et de t'en parler. Et parmi les idées qui sont exprimées, à chaque fois, ton critère de tri, ça va être, est-ce que cette idée contribue à la stratégie qu'on a mis en place, c'est-à-dire c'est une déclinaison des idées qui étaient bonnes qu'on a pris il y a 90 jours, et oui, cette idée, ouais, on va la retenir, t'as raison, parce que ça renforce la stratégie en place, ou est-ce que c'est une idée qui est divergente par rapport à la stratégie en place, ou pas complémentaire par rapport à la stratégie en place. Et donc, dans le cas où c'est ce genre d'idée que tu vas pas retenir, tu dois dire très clairement à ton collaborateur, non, je retiens pas ton idée, je la note, elle est intéressante, mais on va pas la mettre en action. Ce que je te propose, c'est de la proposer dans 90 jours. Tu vas te rendre compte que tu as peu de collaborateurs qui vont, au bout de 90 jours, ou au bout, ça dépend où tu en es dans ta stratégie, mais qui vont représenter cette idée. Parce que souvent, en cours de route, on se rend compte que cette idée était pas si bonne. Mais évidemment, voilà, la règle, c'est j'ai écouté ton idée. Voilà, c'est pas une idée qu'on peut mettre en œuvre maintenant parce que il y a le coût d'opportunité, etc., etc. Par contre, tu vas m'en reparler quand on va revoir la stratégie la prochaine fois. Voilà le discours. Alors, comment faire quand on a des collaborateurs qui continuent à essayer d'imposer leurs idées, qui ont un discours qui dit « mais je l'avais dit, de toute façon, en fait, vous vous souvenez, quand on a réfléchi à la stratégie, eh ben, en fait, j'étais pas d'accord, moi j'avais dit qu'il fallait faire comme ça, puis vous voyez bien, la stratégie fonctionne pas, etc. » Ben là, clairement, il va falloir corriger les choses avec ces collaborateurs-là en 1 à 1. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce collaborateur en 1 à 1 et tu vas lui faire un feedback négatif. Parce qu'en faisant ça, peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais en tout cas, il sabote l'exécution. Donc, il faut lui expliquer, ton idée, je l'ai écoutée, je l'ai pas choisie. Peut-être que finalement, on va se rendre compte qu'elle était pas si mauvaise. Ok. Mais en tout cas, la stratégie en cours, on la change pas parce qu'on n'est pas devant un vrai obstacle. Oui, elle est difficile à mettre en œuvre, mais on l'a choisie ensemble. C'est cette stratégie qu'on va mettre en place. Il faut vraiment avoir un discours très tranché sur le sujet et ça te permet d'avoir les deux, enfin, à la fois d'avoir l'avantage que oui, c'est motivant de donner ses idées, mais pas avoir le désavantage de dire oui, je dis oui à toute idée. C'est vraiment d'expliquer qu'il y a un moment pour l'expression des idées, le brainstorming. Ensuite, il y a une décision. Ensuite, il y a une exécution. C'est vraiment important de mettre ça très clairement dans la tête de tes collaborateurs. Et je le disais, toutes ces idées qui sont exprimées, elles auront leur chance à chaque fois qu'il y a une session stratégique. Alors évidemment, tout ce que j'ai dit au cours de cet épisode, c'est des principes, c'est un peu général, c'est pour t'éviter de tomber dans le piège du toute idée est bonne. Si tu veux aller plus clairement sur ta stratégie à 90 jours, comment l'articuler, c'est-à-dire c'est quoi la différence entre la tactique, la stratégie et la réunion terrain, comment on articule ça dans le cadre d'un management structuré, quel genre de réunion il faut faire, comment on les anime, etc., etc. Je t'ai mis un lien en descriptif où je vais t'expliquer tout ça, mais par mail. À bientôt. Ciao.